Bien, bonjour à tous, mesdames, messieurs, chère Marine Le Pen, cher Éric Ciotti. Merci pour votre présence à cette conférence de presse consacrée à la présentation de l'action du gouvernement que nous entendons former à compter du 7 juillet prochain, si les Français nous accordent leur confiance. Si les Français le décident les dimanches 30 juin et 7 juillet en offrant une majorité absolue à l'alliance historique formée entre les Républicains de droite du président Ciotti et le Rassemblement national, ce programme de redressement deviendra l'agenda du futur gouvernement. Avant d'entrer dans le détail, permettez-moi de revenir sur l'élément déclencheur de cette nouvelle donne politique, la dissolution de l'Assemblée nationale qui intervient après le résultat historique du Rassemblement national lors des dernières élections européennes qui aura traduit un désaveu. La dissolution de l'Assemblée nationale qui intervient après le résultat historique du Rassemblement national lors des dernières élections européennes qui aura traduit un désaveu sans précédent infligé à la politique d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Je note que beaucoup d'observateurs politiques, certains sont peut-être ici dans la salle, nous disaient alors que c'était impossible, que la dissolution n'interviendrait pas et que les élections européennes ne pouvaient avoir d'impact sur la scène nationale. Le président de la République lui-même affirmait que le scrutin de mi-mandat, qui étaient les élections européennes, resterait sans lendemain, encore une promesse non tenue. Si cette dissolution suscite une incertitude légitime du pays quant au cap politique que prendra la nation à compter de l'été, je réfute l'idée même qu'elle soit un facteur de désordre ou de conflit. En démocratie, a fortiori dans la République, il est sain de s'en remettre au peuple, de revenir aux urnes lorsque le pays est confronté à une impasse. Le général de Gaulle l'exprimait ainsi, la Cour suprême, c'est le peuple. En réalité, au moins depuis les élections législatives de 2022, depuis la mise en minorité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, nous assistons à une recomposition politique autour de trois grands blocs. Si les Français le décident, ces élections législatives permettront de parachever avec un effet immédiatement perceptible dans leur vie quotidienne la nouvelle donne qu'ils avaient initiée il y a 2 ans et confirmée le 9 juin dernier lors des élections européennes. L'alliance que je conduis est aujourd'hui la seule alternance crédible, responsable, capable d'engager le redressement du pays, de le faire dans le respect des institutions, des libertés individuelles et bien sûr de l'unité de la nation. L'alternance, bien sûr, est une majorité présidentielle qui s'est autodissoute et qui s'apprête à quitter le pouvoir dans quelques jours. 7 longues années de macronisme ont affaibli le pays. La situation budgétaire sans précédent de quasi-faillite, comme le désordre sécuritaire et migratoire qui règne en France, appelle la majorité sortante à l'humilité. D'autre part, l'alliance que je conduis est aussi l'unique rempart au risque réel de voir l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon s'emparer du pouvoir. Un rempart républicain, patriote face au nouveau Front populaire, à son désir de détruire les institutions et de pousser le pays vers le chaos généralisé. Par l'investiture de candidats radicaux flirtant avec l'antisémitisme, de militants fichés S, par une ambiguïté assumée à l'égard du terrorisme islamiste, par leur volonté d'ouvrir les vannes de l'immigration ou de désarmer la police, le programme de la NUPES 2.0 est d'abord dangereux pour la paix civile et l'unité nationale. Il est aussi mortifère pour notre économie, avec un projet d'explosion assumée de la dette publique, avec l'instauration d'une fiscalité confiscatoire pour les Français qui travaillent et pour tous nos chefs d'entreprise, bref, pour tous ceux qui contribuent par leur travail à la prospérité du pays. Voter LFI, c'est voter pour le FMI. En voulant faire de la France le Venezuela sans le pétrole, le nouveau Front populaire provoquerait quelques jours seulement après son arrivée au pouvoir la mise sous tutelle du pays par le Fonds monétaire international. Je le dis solennellement à nos compatriotes, le Rassemblement national est aujourd'hui le seul mouvement à pouvoir mettre en œuvre dès maintenant et raisonnablement les aspirations clairement exprimées par les Français. En 3 mots, nous sommes prêts. Voilà pourquoi, conscient de la gravité de l'enjeu, j'ai présenté pour ces élections un calendrier clair et fixé des priorités qui sont aussi, je le crois, désormais celles de millions de Français. L'action de mon gouvernement se déroulera en 2 temps. Le premier sera celui de la gestion des urgences. Le deuxième temps sera celui du traitement des réformes. Avant d'entrer plus dans le détail, je voudrais vous dire mon étonnement de voir certains observateurs reprendre presque mot à mot
les arguments de mouvements politiques concurrents quant à l'évocation de prétendus renoncements. Si j'ai été amené à préciser un calendrier sur le projet que nous portons, c'est parce qu'il correspond d'abord à la réalité institutionnelle de cette élection, celle d'une cohabitation, ainsi qu'une réalité budgétaire dégradée, imputable au mauvais choix de la majorité sortante, situation budgétaire dans laquelle, je le rappelle, nous n'avons aucune responsabilité. La dégradation de la situation budgétaire du pays, avec 300 milliards de dettes supplémentaires en 2 ans, des déficits publics et commerciaux records, doit être pris en compte, c'est un principe de réalité. Dans ces élections, je suis le candidat de la vérité, celui qui ne promettra pas ce qu'il ne peut pas tenir, et je crois que les Français, conscients de l'état du pays, nous font gré de cette lucidité. Parce qu'on ne résout pas 20 ans d'échecs politiques en quelques heures, le redressement du pays nécessitera d'inscrire l'action du futur gouvernement dans le temps long. Cela étant dit, nous entrons maintenant dans ce que sera, dès mon arrivée à Matignon, ce que j'ai appelé le temps des urgences. La relance du pouvoir d'achat, le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire, la reprise en main de notre politique d'immigration seront les priorités de notre action. Dès les premières semaines, nous agirons. Défendre concrètement le pouvoir d'achat, ce n'est pas dresser une liste de mesures inapplicables, non financées, les Français le savent. La démagogie et les bonnes intentions n'ont jamais fait une politique réaliste et crédible. Quand j'entends l'extrême gauche annoncer en même temps le blocage des prix, le gel des loyers, la hausse du SMIC, j'alerte solennellement nos compatriotes. Ces solutions qui n'en sont pas ne sont pas seulement irréalistes et mensongères. Elles conduiraient, si elles étaient mises en œuvre, à une raréfaction immédiate de l'offre immobilière et donc à l'explosion des prix dans un marché déjà difficile. Ces solutions provoqueraient aussi des pénuries de produits de consommation courante et des faillites en cascade des entreprises. Si par malheur cette politique devait être appliquée, le chômage remonterait brutalement et viendrait fragiliser en premier lieu nos compatriotes les plus modestes. Pour être juste, il faut être réaliste. J'entends par l'intermédiaire d'un projet de loi de finances rectificative baisser la TVA, vous le savez, sur les énergies, le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité. Notre pays est dans la fourchette haute de la taxation des carburants par rapport à ses voisins européens et les impôts sur la consommation en France représentent 12,3% du PIB. Pour rappel, c'est 11% dans la zone euro, 10% chez nos partenaires allemands. Réaligner la France avec la moyenne européenne est à la fois essentiel pour le pouvoir d'achat des ménages et pour la compétitivité des entreprises. Pour faire baisser les factures d'énergie, la France doit également renouer avec un prix français de l'électricité aligné sur son coût de production réel. Le gouvernement entend négocier rapidement une dérogation aux règles européennes de fixation des prix de l'énergie. Notre arrivée aux responsabilités marquera aussi le retour de la France sur la scène européenne pour y défendre ses intérêts après 7 longues années de capitulation par Emmanuel Macron dans tous les domaines. Je n'ignore pas que les TPE-PME et les entreprises électro-intensives bénéficient de dispositions spécifiques de compensation, mais ceux-ci ont un coût pour l'État. Ces boucliers sont des moyens artificiels, coûteux pour les finances publiques, décrétés pour corriger des prix artificiellement tirés à la hausse par des règles européennes injustes. Déroger à ces règles, découpler le prix du gaz, de l'électricité, c'est non seulement simplifier et rendre plus lisible la politique énergétique du pays, mais c'est aussi se protéger d'éventuelles crises de l'offre à venir dans un monde instable. Il ne s'agit pas de remettre en cause le marché européen, puisque les interconnexions des réseaux électriques qui permettent les échanges demeureront et la France répondra toujours aux besoins de ses partenaires européens, notamment avec la montée en puissance de la filière nucléaire que nous déploierons, des EPR aux petits réacteurs modulaires. Baisse des taxes d'un côté, dérogation aux règles européennes de l'autre pour renouer avec un avantage comparatif historique du pays, ces deux mesures fortes permettront de redonner de l'oxygène à nos compatriotes. L'urgence, c'est aussi, comme je l'ai évoqué, le rétablissement de l'ordre républicain et le retour de la sécurité partout et pour tous les Français. Notre pays bascule dans un ensauvagement qui fragilise nos droits et nos libertés, qui remet en cause ce que l'on prenait pour des acquis de la civilisation, le respect de l'intégrité physique, de la propriété d'autrui, l'espace public comme lieu de pacification, de la circulation, de rencontres, semble aujourd'hui appartenir à un passé lointain. Jamais je ne me résignerai à ce que la peur et la violence aient le dernier mot dans la rue. Je serai le Premier ministre qui remettra l'autorité au cœur de l'action publique, qui agira pour écarter les prédateurs et protéger chaque Français, en particulier les femmes ou les représentants de l'État. Pour faire face au record d'insécurité franchi par ce gouvernement, j'instaurerai des peines minimales et des peines planchers qui permettront de casser la récidive.
Je suspendrai les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, car il n'est pas acceptable que la solidarité nationale soutienne des parents démissionnaires. Puis, dans un second temps, nous mettrons fin à l'excuse de minorité et nous instaurerons des peines d'incarcération courtes, d'application immédiate, par la généralisation de centres éducatifs fermés dédiés aux mineurs. La troisième grande urgence, je l'ai dit, c'est la maîtrise de l'immigration et la protection des frontières. C'est une nécessité régalienne et un impératif démocratique. Voilà 30 ans que les Français ne sont pas écoutés sur ce sujet. L'immigration n'est pas un sujet qui divise les Français, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, c'est un sujet qui les rassemble, puisque sondage après sondage, ils sont une écrasante majorité à exiger un retour à la raison après 3 décennies d'excès. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. L'acquisition automatique de la nationalité française ne se justifie plus dans un monde à 8 milliards d'individus et alors que se multiplient sur notre sol les preuves quotidiennes de notre incapacité à intégrer et à assimiler. Je lèverai les obstacles à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers pour permettre leur éloignement systématique du territoire de la République française. Je rétablirai le délit de séjour irrégulier car je considère qu'on ne peut pas violer en toute impunité les lois françaises et l'hospitalité de nos concitoyens. Cette première étape législative contiendra également les dispositions censurées sur la forme par le Conseil constitutionnel lors de la dernière loi immigration et notamment le rehaussement des ressources exigées pour le regroupement familial. Il est temps de briser le tabou de l'immigration de guichet social qui menace à terme la pérennité de nos comptes publics et de notre système de protection sociale par le poids insupportable qu'elle fait peser sur lui. Dimanche, nos candidats incarneront le seul vote efficace pour réduire les flux migratoires en France. Le bilan d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, c'est celui d'un franchissement de tous les records, sans exception, d'immigration légale et illégale, et c'est par ailleurs un taux d'exécution des OQTF parmi les plus faibles d'Europe. Le programme de l'extrême gauche, je l'ai rappelé, c'est une accélération de l'immigration massive qui provoquerait chez nous des souffrances et des violences. C'est l'abolition totale des frontières qui désarmerait notre pays face à l'immigration illégale, celle-ci ayant d'ailleurs vocation pour la gauche à être légalisée. Par un tour de passe-passe, on ne lutte plus contre l'immigration clandestine selon eux, puisque celle-ci devient de fait légale. Ce programme, si par malheur il était appliqué, conduirait à une saturation inédite de nos services publics, au recul sans précédent de l'identité française sur son propre sol, déjà confronté à la double pression d'un communautarisme et d'un islamisme qui bafouent nos principes communs. Dans le même temps où nous lancerons ces 3 chantiers, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, un audit des comptes de la nation sera engagé, avec une commission dite du bilan, chargée de faire la lumière sur les finances publiques et les dérives budgétaires sans précédent du pouvoir sortant. Les Français ont le droit de savoir en transparence comment l'État dépense son argent, comment Emmanuel Macron a organisé par ailleurs la mise en quasi-faillite des comptes publics depuis 7 ans. Je rappelle qu'en 1997, alors que la DARES, l'INSEE, la Cour des comptes existaient déjà, Lionel Jospin avait lui aussi réalisé un audit des comptes de la nation. Un récent rapport du Sénat nous permet d'affirmer que le gouvernement s'est rendu responsable de dissimulation, de rétention d'informations. Comment expliquer sinon que l'on ait en quelques mois découvert 0,6 points de déficit supplémentaire? Au-delà de cet audit, nous entendons ramener le pays à la raison budgétaire en réalisant les économies qui permettront de financer l'intégralité des mesures de pouvoir d'achat et les ajustements que nous apporterons, par exemple, au système de retraite. Nous avons d'ores et déjà identifié avec précision quelques postes de dépenses concernés. J'ai commencé à les détailler ces derniers jours dans la presse. Les dépenses qui favorisent l'immigration légale ou illégale, les dépenses qui contribuent à fragiliser les intérêts de la France à l'étranger, certaines niches fiscales coûteuses et abusives au regard de l'urgence sociale que traverse le pays. Ligne à ligne, nous sommes convaincus que nous découvrirons les gisements qui nous permettront de mettre fin à la déraison budgétaire qui est depuis 7 ans la marque de fabrique du président aux 3 000 milliards de dette publique. À l'âge des chèques en bois d'Emmanuel Macron doit succéder un temps de bonne gestion, responsable, protectrice, en conséquence de la souveraineté de la nation et à l'évidence des contribuables français. Après ces premières mesures d'urgence viendra ce que nous avons appelé le temps des réformes, qui a vocation à redresser la France sur le temps long. Je vous propose pour plus de clarté une présentation non exhaustive par thème avec les grandes questions que la France doit affronter au XXIe siècle. Le rétablissement de la sécurité et la maîtrise de l'immigration auront évidemment toute leur place dans ce deuxième temps
Des réformes où le gouvernement d'union nationale sera chargé d'approfondir la reprise en main du pays. Je pense par exemple au nécessaire projet de loi contre l'idéologie islamiste coordonné lors de la dernière élection présidentielle par Jean-Paul Garot et que je souhaite voir rapidement adopté. Permettez-moi de développer d'autres sujets sur lesquels notre action se déploiera en cas de victoire le 7 juillet. Je veux d'abord, mesdames, messieurs, clarifier notre position sur la réforme des retraites, qui était, je le crois, déformée, voire caricaturée. Ma priorité, je l'ai dit, ce sont les carrières longues et j'entends là aussi agir vite. À compter de l'automne, les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui justifient de 40 annuités pourront partir à la retraite dès 60 ans. La France qui se lève tôt, celle qui exerce des métiers difficiles, notamment des métiers manuels, a droit à la retraite en bonne santé et j'entends faire respecter ce droit. Pour les autres, une progressivité sera mise en œuvre, comme nous l'avions défendu en 2022 lors de la campagne présidentielle portée par Marine Le Pen, avec un âge légal de 62 ans et un nombre d'annuités allant jusqu'à 42 années de cotisation. Le calendrier progressif de sa mise en œuvre sera déterminé après la consultation de l'audit budgétaire et au regard des marges que celui-ci nous aura permis d'identifier. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron n'est pas seulement injuste socialement, elle est inefficace économiquement. Elle présente, nous l'avons dit, des coûts cachés, 2/3 des actifs de plus de 60 ans étant sans emploi. Le report de l'âge légal tel que prévu par le président de la République entraîne de fait une augmentation de la dépense sociale. Elle sera donc en principe abrogée. Notre réforme vise aussi à augmenter le taux d'activité des jeunes et à soutenir la croissance en poussant plus tôt et plus vite vers l'emploi et ainsi répondre aux besoins de nos entreprises en force vive et en capital humain. Et puisque nous parlons des jeunes, permettez-moi d'aborder un autre chantier central de notre gouvernement, le redressement de l'école. Je ne me résous pas à la dégradation éducative de la France, à son décrochage dans les grands classements internationaux. La France doit renouer avec son statut de grande nation du savoir et de l'excellence dont le modèle d'instruction a de tout temps été envié par le monde entier. Contrairement aux ingénieurs du chaos à gauche qui ont toujours une lutte de retard, je n'entends pas rouvrir une guerre scolaire qui diviserait. L'école privée doit être respectée dans ses spécificités, mais l'école publique et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas doit être restauré dans son exigence et viser l'objectif d'un nivellement par le haut. Au XIXe siècle, Jules Ferry évoquait la plus redoutable inégalité qui vient de la naissance, celle de l'éducation. Il est frappant de constater que les inégalités sociales se reproduisent parce que nous avons renoncé à l'exigence, pourtant l'une des promesses fondatrices de la République française. Je souhaite que la France se dote d'une école de l'exigence, qui remettra la transmission du savoir au centre de tout, qui remettra l'accent sur la maîtrise des savoirs fondamentaux à l'école primaire notamment, qui rendra aux professeurs leur autorité, leur valeur et leur prestige. Nos professeurs sont ceux qui transmettent les savoirs fondamentaux, le goût de l'effort, la curiosité, sans lesquels aucune élévation intellectuelle, aucune ascension sociale, ni aucun esprit critique ne sont possibles. Ils doivent être respectés et leur métier doit encore progressivement être revalorisé. Outre cet accent mis sur les savoirs fondamentaux à l'école primaire, je l'ai annoncé, nous voulons remplacer le collège unique par un collège modulaire, qui valorise tout autant les filières générales que les filières professionnelles. Ce collège modulaire permettra d'orienter plus tôt et plus efficacement sur le modèle de ce qui existe par exemple chez nos voisins suisses ou allemands. Dès la 4e, les cours seront adaptés, les résultats du brevet sont pris en compte par une orientation vers l'apprentissage, vers le lycée général ou vers le lycée professionnel. J'entends par ailleurs refaire de l'école un asile inviolable, où les querelles des hommes n'entrent pas, et cela passe, dès la rentrée de septembre, par un Big Bang de l'autorité. Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Nos écoles, je le crois, doivent devenir des zones de sobriété numérique. Les écrans ne sont pas les principaux pourvoyeurs de la violence, bien sûr, mais on ne peut pas minimiser leur impact dans les difficultés de concentration ou les comportements mimétiques. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire et les expérimentations des ports de l'uniforme sera poursuivies. Je suis, à titre personnel, favorable à son instauration à l'école primaire, mais aussi au collège. Nous mettrons un terme à l'idéologie du pas de vague et au recul de la République dans ses propres institutions. La protection fonctionnelle sera automatique pour les membres de la communauté éducative en cas de plainte pour violence, menace ou injure. Nous le devons aux milliers de professeurs intimidés, mis sous pression
ou agressés chaque jour, nous le devons également à Dominique Bernard ou à Samuel Paty. Avec nous, l'État se tiendra systématiquement aux côtés de ses professeurs. Des sanctions planchers seront instaurées pour les conseils disciplinaires et des centres spécialisés pour les élèves perturbateurs ou harceleurs seront créés pour protéger à la fois les autres élèves et les enseignants. Nous renouerons avec le principe de la loi Ciotti de 2010, abrogée par François Hollande, qui prévoit la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires en cas de perturbations graves et répétées au sein des établissements scolaires. Dans ce temps des réformes, nous nous attacherons également, mesdames, messieurs, à redresser l'économie française, à la simplifier et à la moderniser. J'entends mettre le travail au cœur de notre ambition économique, valoriser aussi bien la récompense des salariés que la liberté des entrepreneurs, fondamentale à toute prospérité économique dans le siècle qui vient. La France accuse aujourd'hui un déficit commercial qui se creuse d'année en année, souffre d'une désindustrialisation chronique, notamment par rapport à nos voisins italiens ou allemands, et la productivité du travail diminue depuis 2019, fait sans précédent dans l'histoire du pays. Nous devons refaire de la France un pays de producteurs, et je le dis, déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Pour faire face à cette situation, nous lancerons dès l'automne des États généraux de la simplification en concertation avec les acteurs économiques. Ils permettront de mettre à plat un certain nombre d'entraves à la croissance, de normes abusives qui pèsent sur notre compétitivité, à commencer par la surtransposition absurde de directives émanant de Bruxelles. Avant même d'attendre les conclusions de ces États généraux, organisés de concert avec les acteurs économiques, nous décréterons une pause réglementaire dans les surtranspositions européennes. Le temps est enfin revenu d'adopter la sobriété normative. C'est sans doute la seule décroissance bonne pour l'économie française. Cette logique de simplification nous conduira par exemple dans l'immobilier à alléger les dispositions de la loi ZAN, à supprimer des contraintes posées par le DPE sur la location ou la vente de biens immobiliers. Cela permettra d'en fluidifier le marché qui est en crise profonde, ce qui empêche aujourd'hui des millions de Français de louer, d'accéder à la propriété, en plus de menacer la croissance du pays, puisque la construction représente 11% du PIB et un peu plus de 2 millions d'emplois. Enfin, dans une optique de réalignement compétitif de la France sur ses voisins européens, nous maintenons l'ambition de poursuivre la baisse des impôts de production, de mettre en place pour nos entreprises une fiscalité de croissance. Ces impôts de production sont aujourd'hui bien plus élevés que la moyenne de nos partenaires européens, et ce sera là l'une des clés de notre ambition en faveur de l'industrie qui doit redevenir une ambition nationale de chaque instant. Si l'on veut résorber les déficits, il faut impérativement renouer avec la croissance et accroître le taux d'activité de la population. Le collège modulaire que j'ai évoqué à l'instant permettra précisément une entrée plus précoce des jeunes sur le marché du travail, adapté aux réalités du monde économique, notamment des jeunes qui n'ont pas vocation à poursuivre dans les filières générales et qui ont plus d'appétence pour les filières manuelles ou les filières professionnelles. Nous le disons, il y a urgence à redonner toute leur place, toute leur noblesse à ces voies d'accès à la vie active. Avec nous, elles redeviendront, ces métiers manuels, ces filières professionnelles, une fierté nationale pour les élèves, pour leurs familles, mais aussi pour les entreprises. Enfin, mesdames, messieurs, une bonne économie, ce sont des bons salaires. C'est une juste rémunération et les salaires sont trop bas aujourd'hui dans notre pays. Nous libérons la possibilité pour les entreprises d'augmenter les salaires sans peser sur le coût du travail et sur la compétitivité, avec un dispositif gagnant-gagnant qui offre la liberté d'augmenter les salaires de 10%, sans cotisation patronale pendant 5 ans, et cela jusqu'à 3 fois le SMIC. Cette mesure est bien plus large et bien plus réaliste que l'augmentation du SMIC et permet de mieux considérer les salariés sans peser sur l'activité des entreprises. La hausse du SMIC, telle que voulue par la NUPES 2.0, plongerait dans la difficulté des milliers d'entreprises, petites, moyennes. L'évocation par Madame Rabault d'une compensation pour les TPE-PME démontre par ailleurs que cette mesure est considérée comme pénalisante, y compris pour ceux qui en seront les concepteurs. Ce dispositif de compensation conduirait en réalité à complexifier encore l'action publique, alors que l'économie française souffre déjà d'une pesante maladie bureaucratique. Enfin, nous créerons un fonds souverain. Ce véhicule d'investissement au rendement et au capital garanti par l'État permettra aux Français qui le souhaitent d'investir directement dans l'économie française, dans le soutien aux grandes infrastructures, aux TPE-PME ou encore aux nouvelles technologies et à l'innovation. Cette mesure est absolument centrale car elle permettra de résorber le déficit de capitaux chronique dont souffrent aujourd'hui les entreprises
et l'économie française. Débureaucratiser, simplifier, renouer avec la croissance, alléger la fiscalité sur la production, revaloriser le travail, c'est la direction dans laquelle nous souhaitons orienter l'économie française pour refaire de la France une terre de production attractive et innovante. Pour le volet agricole, qui répond à des logiques spécifiques, nous mettrons fin à la déraison réglementaire imposée par Bruxelles et nous simplifierons là encore. L'agriculture est la garante de notre souveraineté alimentaire et un pilier de la puissance française. Si la crise agricole ne fait plus la une des journaux, elle est loin et très loin d'être résolue en l'absence de la moindre mesure concrète de fond malgré les promesses du gouvernement Attal au printemps dernier. Aussi, pour soutenir l'agriculture française, nous lancerons un grand plan Manger français qui aura pour objectif d'atteindre 80% de produits français dans les cantines scolaires à l'horizon 2027. Nous généraliserons l'étiquetage sur l'origine et la qualité des produits alimentaires pour permettre à nos compatriotes de consommer français s'ils le souhaitent et de le faire en toute transparence. Pour faire face à la concurrence internationale déloyale, nous interdirons les importations de produits agricoles ne répondant pas aux standards appliqués en France. Nous introduirons également un principe de responsabilité directe des distributeurs qui mettent en vente des produits non conformes à nos normes nationales. Nous garantirons aux producteurs des prix de vente justes en rétablissant le principe d'une intervention, ce sont les prix garantis dans les négociations commerciales déloyales lorsque la distorsion est jugée excessive. Aujourd'hui, des milliers d'agriculteurs sont mis face à une équation impossible. Vendre à perte ou ne pas vendre du tout. Là où l'actuel gouvernement a échoué à appliquer les dispositifs Egalim, nous mettrons en place des règles que personne ne pourra contourner, ni dans l'industrie agroalimentaire, ni dans la grande distribution. Je ne pourrais pas décemment vous parler d'avenir sans évoquer enfin nos mesures en faveur des familles. Vous le savez, nous connaissons une crise de la natalité sans précédent depuis 1945. Ses causes sont multiples, la crise du logement, l'accès de plus en plus tardif au marché du travail, la faiblesse des salaires, mais aussi l'abandon d'une véritable politique familiale. Nous instaurerons une part fiscale pleine pour le deuxième enfant. D'un commun accord avec Éric Ciotti, pour favoriser la transmission aux jeunes générations, nous entendons supprimer les impôts sur les héritages directs pour les familles modestes et les classes moyennes. Nous créerons une exonération de donation des parents à leurs enfants, des grands-parents à leurs petits-enfants, jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 10 ans contre 15 aujourd'hui. Dernier grand thème qui fait partie de la liste des préoccupations centrales des Français dans cette campagne et qui sera l'une des priorités de mon gouvernement, c'est le thème de la santé. Les Français constatent dans la détresse que notre système de santé se dégrade jour après jour. Il est de plus en plus difficile d'obtenir rapidement une consultation, notamment auprès de certains spécialistes dans beaucoup de départements, un nombre croissant d'hôpitaux et de maternités fermes. Dans certaines zones, il faut 2 heures de voiture pour pouvoir accoucher dans un établissement hospitalier. Cette situation inacceptable est complexe et nécessite là encore d'inscrire notre action sur le temps long. Pour faire face à l'urgence des déserts médicaux qui ne touchent plus seulement les territoires ruraux, mais aussi de plus en plus les villes moyennes et les métropoles, nous supprimerons l'impôt sur le revenu obtenu par les médecins et les infirmiers qui reviennent travailler, aujourd'hui en retraite. Le moratoire sur toute fermeture des structures menacées sera immédiatement décidé. Nous mettrons en place des incitations à aller dans les zones de déserts médicaux avec une rémunération basée sur des critères justes de responsabilité, de pénibilité et adaptés aux besoins des territoires. Pour débureaucratiser la santé, nous supprimerons les ARS, qui procèdent trop souvent d'une vision comptable de la santé, avec la décision arbitraire de fermer des hôpitaux, des maternités, notamment pendant la crise sanitaire, et ses conséquences terribles sur la gestion de l'épidémie. Nous souhaitons que les préfets coordonnent l'action en matière de santé, directement, en lien avec un préfet délégué à la santé issu du terrain. Cette responsabilité préfectorale permettra de départementaliser la gestion de la santé, de redonner son sens à une santé de proximité, alors que l'échelon régional a démontré un trop grand éloignement vis-à-vis de nos compatriotes. Enfin, il faut faire confiance aux professionnels de santé, libéraux, privés ou publics, en leur redonnant le pouvoir. Les soignants doivent revenir au poste de décision, notamment dans le cadre d'une direction bicéphale de l'hôpital. Permettez-moi, mesdames, messieurs, en conclusion de ces priorités, évidemment non exhaustives, de partager avec vous ma vision de l'État. Nous voulons un État fort, restauré dans sa capacité d'action, dans son prestige, dans son rôle d'arbitre comme dans celui de garant des libertés fondamentales. Restaurer l'État dans sa capacité d'action, cela signifie d'abord le sanctuariser dans ses fonctions régaliennes, la défense, avec le respect inconditionnel de la trajectoire budgétaire prévue par la loi de programmation militaire. Je m'y engage. La perception de l'impôt et des cotisations avec une lutte sans merci contre les fraudes fiscales et sociales qui coûtent
dizaines de milliards d'euros chaque année, je m'y engage. Cela signifie aussi la protection et le rétablissement de la haute fonction publique essentielle au fonctionnement et à la prospérité de la nation. Cela commencera par le rétablissement des corps diplomatiques et préfectorales, supprimés par Emmanuel Macron pour leur substituer une logique de nomination discrétionnaire, véritable fait du prince, malheureusement emblématique de sa pratique du pouvoir. Il est temps que le pouvoir politique rende à l'État et à ses serviteurs toute la considération qu'ils méritent dans un pays, dans une nation, la France, qui a été largement façonnée par l'État et qui serait sans l'État comme un corps sans ossature, fragile et friable. Cette vision de l'État va de pair avec une manière de gouverner, faite d'écoute, de dialogue, de respect avec les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, contournés et bafoués depuis 7 ans. Trop peu d'observateurs ont souligné que la démarche d'union nationale que nous avions initiée, c'est-à-dire d'un gouvernement qui va au-delà du Rassemblement national, bien sûr, était le signe d'une nouvelle maturité de notre mouvement politique, capable de s'allier avec d'autres forces républicaines et patriotes, comme les Républicains de droite du président Ciotti, tout en respectant l'identité et les particularités de chacun. Si le Rassemblement national est évidemment le moteur, la force principale de ce gouvernement d'union, il sera composé de personnalités issues de la société civile et de forces vives du pays. Si les Français nous font confiance et nous offrent une majorité absolue, s'ils me font l'honneur d'être leur Premier ministre, alors je serai le Premier ministre de chacun d'entre eux, y compris de celles et de ceux qui n'auront pas voté pour le Rassemblement national aux élections législatives. Alors, je dirais à ma majorité de ne pas être une majorité qui écrase, une majorité fermée. Nous ne mettrons pas de côté des bonnes idées sous prétexte qu'elles viendraient d'autres formations politiques. Cette attitude profondément républicaine et soucieuse du bien commun, nous avons su l'adopter autour de Marine Le Pen, concrètement au Parlement, en soutenant des textes qui étaient issus d'autres mouvements politiques. Je pourrais citer la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des soins liés au traitement du cancer du sein, ou encore l'aide d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales, sur lesquelles il nous faut aller encore plus loin. En cela, nous serons à l'opposé du dogmatisme, du sectarisme, qui constitue depuis 7 ans l'une des marques de fabrique du président Macron. Nous voulons rétablir la République du respect, le respect des citoyens dont la décision fera loi, le respect des institutions, le respect de la loi par son application sur tout le territoire de la République, le respect de la justice en garantissant son indépendance, le respect des justiciables en faisant réellement appliquer le secret de l'instruction, le respect des personnes par le renforcement pénal, la sacralisation de l'intégrité physique, le respect des oppositions enfin, parce que le pluralisme est une richesse formidable, tout comme la liberté d'expression et la circulation des idées. Nous croyons en effet que c'est par l'échange et la contradiction respectueuse que le travail législatif fait émerger la nuance, que l'action publique tire sa nécessaire prudence et finalement le pays sa vitalité démocratique. S'il advenait que nous soyons majoritaires à l'Assemblée, soyez sûrs que nous veillerons au respect absolu du droit des oppositions. Aucun droit ne sera enlevé à un seul Français, à une seule Française. Et notre action politique œuvrera en toutes circonstances au maintien des droits existants, si besoin à leur renforcement et dans la mesure du possible à la création de droits nouveaux pour tous les Français et toutes les Françaises. La mobilisation en faveur du redressement concerne également toutes les personnalités politiques qui ont pu exercer des fonctions publiques ou administratives, dont certaines éminentes, comme tous ceux qui en exercent actuellement. Elle englobe aussi plus largement tous les élus de France, de métropole, d'outre-mer, ou les représentants des Français de l'étranger qui ne peuvent se résoudre à l'inaction devant l'état du pays. Nous nous adressons, faut-il le préciser, évidemment aux membres des exécutifs locaux, aux membres de l'opposition de nos collectivités locales avec lesquels je souhaite, si le peuple en décide, pouvoir travailler en bonne intelligence. Sans forcément s'inscrire directement dans l'action qui sera la nôtre, je les appelle à jouer dans le cadre d'une potentielle alternance le rôle politique et institutionnel d'insertion, d'intercession, démocratique que leurs fonctions leur confèrent. Cette main, nous l'attendons également aux corps intermédiaires, aux syndicats, aux représentants des corporations, à toutes les institutions, associations, de la plus petite, à la plus grande, et en pratique, à toutes celles qui œuvrent sur notre territoire. Je veux maintenant m'adresser à tous les Français dont le cœur saigne en regardant l'état du pays. Dans les temps instables et incertains que nous vivons, dans la situation périlleuse où se trouve la nation, nous ne sommes pas condamnés au déclin et à la résignation. La France doit renouer avec le temps de l'espérance. Elle peut retrouver sa confiance et affronter l'avenir avec détermination.
Dans cette mission exaltante et difficile que nous aurons à affronter, nous aurons besoin de tous les talents, de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés, de toutes les Françaises et de tous les Français. Nous aurons besoin que prévale par-dessus tout un principe qui nous est si cher et qui est indispensable à nos compatriotes, un principe qui nous a tant fait défaut et qui a tant fait défaut à l'action publique depuis des décennies, la foi dans la France, la foi dans sa grandeur. Je vous remercie et je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Une question internationale. Votre politique européenne, ce week-end, Olaf Scholz, le chancelier allemand, s'est dit préoccupé par une possible arrivée du RN au pouvoir. Comment expliquez-vous cela? Une question aussi sur vos relations avec des alliés à l'étranger. Qui seront vos alliés au niveau européen? Et à l'étranger, quel rapport à la Russie? Allez-vous chercher à renouer le dialogue? La Russie qui se félicite de l'arrivée au pouvoir de partis comme le vôtre, des partis nationalistes. Bonjour, Noël Grandio pour TF1. Est-ce que vous avez des éléments de chiffrage? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le programme économique que vous comptez mettre en place? Bonjour, Paul Briat pour l'agence France Presse, pour l'AFP. Vous venez de dire qu'aucun droit ne sera enlevé à un seul Français, à une seule Française. Et notre action politique œuvrera en toutes circonstances au maintien des droits existants. Ce matin, M. Chenu a expliqué que certaines professions pourraient être interdites à des binationaux. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous revenez sur ces propos? Merci. Je vais peut-être répondre. Bien, merci pour vos questions. Sur le chancelier Scholz, n'est pas issu de notre majorité politique. Et nous ne travaillons pas dans le même groupe au Parlement européen. Par conséquent, c'est normal qu'il exprime à notre égard les réticences politiques qui sont celles d'un concurrent politique avec lesquels nous avons des désaccords. Ce que je note, c'est que depuis maintenant plusieurs années, au sein de la construction européenne, l'Allemagne arrive à défendre ses intérêts. Je suis respectueux du couple franco-allemand. Je crois que le respect que nous devons au couple franco-allemand est un respect que nous devons à l'histoire et à celui de la construction européenne. Mais j'entends demain, à la tête du pays, moi aussi défendre les intérêts de mon pays dans le cadre de la construction européenne. S'agissant de la contribution française au budget de l'Union européenne, je vous rappelle que l'Allemagne, par négociation, a su obtenir récemment un rabais sur sa contribution. Et je souhaite que dans la même démarche, la France puisse aussi obtenir ce rabais. Donc si demain les Français nous accordent leur confiance et que je suis le chef du gouvernement de la France, je serai évidemment disposé, et j'entends dialoguer avec l'ensemble des chefs de gouvernement. Ma responsabilité ne sera plus celle d'un président de mouvement, mais celle d'un chef de gouvernement. Et par conséquent, je serai amené à dialoguer avec l'ensemble des chefs de gouvernement, et j'espère, si demain les Français nous accordent leur confiance, avoir l'occasion et l'opportunité de dialoguer avec le chancelier allemand. Sur la Russie, je l'ai dit, moi je n'entends pas remettre en cause les engagements qui sont aujourd'hui ceux de la France et qui seraient de nature à affaiblir la voix de la France sur la scène internationale et qui seraient de nature à affaiblir la crédibilité de notre pays dans un temps de conflit aux portes de l'Europe à l'égard de nos partenaires européens qui sont eux aussi engagés directement ou indirectement dans ce conflit. J'ai eu l'occasion de rappeler mes lignes rouges. Ma ligne rouge est très claire, c'est l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Je n'entends pas créer les conditions ou mettre en œuvre un envoi de troupes françaises sur le territoire ukrainien. C'est ma position, c'est celle de notre mouvement, elle n'a pas varié. Et deuxièmement, si je suis favorable à ce que le soutien logistique et en matériel de défense à l'Ukraine puisse se poursuivre, ma ligne rouge demeure quant à l'envoi, notamment de missiles longue portée ou de matériel militaire qui pourrait avoir les conséquences d'une escalade, c'est-à-dire du matériel qui pourrait frapper directement
les villes russes, parce que je crois que cela créerait les conditions d'abord d'une co-belligérance de la France et les conditions d'une escalade face à une puissance qui est une puissance nucléaire. Je considère la Russie comme une menace aujourd'hui multidimensionnelle, à la fois pour la France et pour l'Europe. La Russie conteste aujourd'hui des intérêts français, elle le conteste depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années sur nos zones d'influence historiques, en Afrique. Elle le conteste en mer Noire, et elle le conteste aussi dans nos outre-mer, en prenant fait et cause pour, notamment pour les Comores, face aux pressions qui sont exercées sur le territoire de Mayotte. Je serai extrêmement vigilant aux tentatives d'ingérence de la Russie, mais aussi de tous les États et de toutes les puissances du monde. Et permettez-moi d'enjamber la deuxième question pour aller sur la question des binationaux. Oui, je vous confirme que les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français, pour une raison très simple, c'est qu'il y a des postes stratégiques liés au secteur de la sécurité ou de la défense, qui sont des secteurs par définition stratégiques, et les réserver aux citoyens français, c'est aussi un moyen, parmi d'autres, de se protéger de tentatives d'ingérence qui pourraient être orchestrées par des États étrangers à l'égard des intérêts français. Donc j'entends protéger les intérêts français, ne pas affaiblir la voix de la France sur la scène internationale, et encore une fois, les positions qui seront les miennes seront toujours déterminées au regard de l'intérêt de la France et de l'intérêt de mon pays. Sur le chiffrage, j'entends ce débat sur le chiffrage, je l'entends d'abord de la part de mes opposants politiques, c'est un peu fort de café d'ailleurs quand on a fait 300 milliards d'euros de dette en 2 ans, de venir nous reprocher d'engager une dépense, je pense à la TVA notamment, qui sur une année qui n'est pas une année pleine, va nécessiter que l'on cherche 7 milliards d'euros dans les finances de l'État. J'ai évoqué des pistes d'économie à la fois à court, moyen et long terme. J'ai évoqué la niche fiscale d'un certain nombre de secteurs qui, au regard du contexte d'urgence sociale, je le crois, ne se justifient pas. J'ai évoqué la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne et je souhaite en cela que la France puisse négocier un rabais sur le modèle de nos partenaires allemands. Nous l'avions évoqué il y a quelques mois, le rehaussement de la contribution sur les rentes intramarginales, notamment des énergéticiens, et évidemment des économies qui sont liées à l'immigration. L'audit, d'abord ces économies immédiates vont nous permettre de financer la baisse de la TVA dans le projet de loi de finances rectificatif, et à moyen et long terme, je souhaite que l'audit puisse nous permettre aussi d'identifier les marges qui nous seront possibles de dégager, notamment pour financer ce que j'ai appelé le temps 2 de mon action, c'est-à-dire le temps des réformes. Mais non seulement mes mesures sont chiffrées, en plus elles sont raisonnables, et elles ont précisément vocation à mettre fin à 7 ans de déraison budgétaire. Les Français sont parfaitement conscients que si je deviens Premier ministre de la France dans quelques jours, je m'apprête à hériter d'un pays dont la situation financière est aujourd'hui une situation financière de quasi-faillite. Je vous rappelle que la Commission européenne a procédé à l'ouverture d'une procédure en déficit excessif contre la France et que par conséquent, nous devrons tenir compte de cette situation, même si, je le rappelle, nous n'avons aucune responsabilité dans la situation de quasi-faillite budgétaire que s'apprête à léguer Emmanuel Macron, avec sans doute d'ailleurs des dissimulations. J'ai fait écho aux travaux d'un certain nombre de parlementaires, à différentes études de presse, mais je suis certain que l'audit financier que nous allons réaliser va permettre aux Français de découvrir qu'il y a eu soit de l'amateurisme dans la gestion des comptes publics, soit évidemment de la dissimulation de la part du pouvoir en place. Bonjour, Caroline Mott, France Télévisions. Dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron invite à choisir une troisième voie, celle d'un bloc central, notamment face à l'extrême droite qui, je cite, divise la nation, ignore le changement climatique et prétend rendre du pouvoir d'achat. Que lui répondez-vous ? Et si jamais vous obtenez la majorité absolue, quel style de relation souhaitez-vous entretenir avec le chef de l'État ? Est-ce que ce sera un rapport de force permanent ? Bonjour, Sophie Dupont pour BFM TV. Le ministre de l'Intérieur, il a déclaré à votre sujet « Je pense que nous avons quelqu'un de très inexpérimenté et je crois savoir qu'il faut un peu d'expérience quand même pour diriger un pays comme la France. Cette grande inexpérience me fait personnellement extrêmement peur. Qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin ? Et j'ai une deuxième question. En hypothèse haute, d'après une projection ELA pour BFM TV et la Tribune dimanche, les Français vous accordent 280 députés. S'il vous manque 9 députés, et alors qu'ils auront massivement voté pour vous,
est-ce que vous refuserez le pouvoir qu'il vous donne pour 9 députés? Merci. Qu'il y ait des interrogations de la part de M. Darmanin sur la politique que je vais conduire, c'est légitime et ça peut se comprendre. En revanche, il n'y a absolument aucun doute sur le bilan qui est le sien. Et il est quand même extrêmement surprenant de voir le ministre de l'Insécurité qui a franchi un à un tous les records d'insécurité. Tous les voyants sont au rouge aujourd'hui. Les atteintes aux personnes, 120 attaques au couteau par jour, un cambriolage toutes les 3 minutes, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Je crois que l'incompétence est de son côté. Et ce que je déplore, c'est l'absence totale d'humilité de la part de gens qui ont été très lourdement sanctionnés dans les urnes. Et la critique que je forme à Gérald Darmanin, je la formule aussi au président de la République. Parce que la troisième voie qu'il prétend défendre est une voie qui a été très sévèrement désavouée et sanctionnée lors des dernières élections européennes. Aujourd'hui, la majorité semble très largement distancée et l'honnêteté m'oblige à dire aux Français que la majorité sortante va quitter le pouvoir dans quelques jours. Donc le débat n'est plus aujourd'hui, s'agissant des élections de dimanche, un choix entre 3 blocs. C'est un choix entre Jean-Luc Mélenchon et nous. Il faut le présenter honnêtement aux Français. La majorité sortante, si au mieux elle obtient un tiers de son nombre de députés actuels, ce serait une réussite et une belle performance pour eux. Mais moi j'appelle évidemment leurs électeurs, et les électeurs, compris qui n'ont pas voté pour moi, qui ont pu se porter sur la majorité présidentielle ou sur Emmanuel Macron, à bien regarder le contexte du second tour. Gabriel Attal ne pourra pas être reconduit à Matignon le 7 juillet prochain. Donc j'appelle ces électeurs à regarder cette situation et à faire le choix en conscience et en responsabilité d'une alternance qui soit une alternance respectable, raisonnable, responsable et qui ne vienne pas entacher l'ordre public et transformer la France, comme je l'ai dit, en Venezuela sans le pétrole. Donc je pense que la majorité sortante devrait être appelée à l'humilité au regard du bilan absolument catastrophique qui est le sien sur tous les sujets. Je rassure M. Darmanin chaque jour qui passe. Merci de s'en soucier d'ailleurs. Je me prépare à l'exercice des responsabilités. Et si nous sommes aujourd'hui donnés en tête de ces élections législatives, c'est peut-être que les Français considèrent que le diagnostic qui a été le nôtre, la lucidité qui est la nôtre aujourd'hui sur leur quotidien et les mesures que nous portons sont de nature à répondre aux attentes du pays. Sur la relation que j'entends avoir avec le président de la République, c'est peut-être la différence d'ailleurs avec les premiers ministres que nous avons connus depuis 2017 et peut-être plus avec Gabriel Attal, c'est que je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Toute la Constitution, rien que la Constitution. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation, respectueux, parce que c'est ma nature et que c'est mon éducation, de la fonction qui est la sienne, celle de président de la République, des institutions, mais je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus et sur les convictions qui sont les miennes et celles que j'entends évidemment mettre en œuvre dans le cadre du projet de redressement, donc à la fois respectueux des institutions, mais intransigeant sur la politique que je mènerai, parce que j'aurai eu la légitimité démocratique pour la mettre en œuvre. Bonjour, Renaud Honoré du journal Les Échos. J'aurais 2 questions. La première sur votre mesure phare sur le pouvoir d'achat, la baisse de la TVA, sur les produits énergétiques. Sur cette mesure, il y a des contraintes européennes fortes qui pèsent dessus, puisque vous devez obtenir l'autorisation des pays européens sur la baisse de la TVA sur le gaz et l'électricité. Et pour le carburant, il faut carrément réformer la directive européenne sur le carburant. Donc, et concrètement, est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre cette mesure au risque de provoquer une crise européenne ? Sachant que par ailleurs, vous voulez aussi baisser le budget, la contribution française au budget européen. Deuxième question sur votre politique énergétique. Le milieu économique exprime une grande inquiétude là-dessus, sur une part de flou, notamment vis-à-vis des énergies renouvelables.
Je voulais savoir quelle était votre politique en la matière. Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen disait vouloir démonter toutes les éoliennes. Est-ce que c'est toujours le cas? Bonjour Monsieur Bardella, Pierre Bonheur, Agence France Internationale. J'ai des questions sur le chiffrage également. Il y a un chiffre qui circule, c'est 100 milliards d'euros pour vos mesures. Vous semblez le contester. Est-ce que ce sera plus, moins, à peu près ça? La source des 100 milliards. C'est un think tank notamment qui a parlé de cette... J'ai vu l'IFRAP à 9 milliards. Il y a plusieurs sources qui tournent autour de 100 milliards. Mais est-ce que vous pouvez du coup nous aider sur ce chiffrage? Ce sera plus, moins, à peu près ça. Et nous donner 3-4 exemples peut-être de mesures. Vous nous dites que vos mesures sont chiffrées, mais donnez-nous quelques exemples peut-être pour avancer un peu plus loin. Juste, monsieur Bardella, vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. Qu'est-ce qui se passe si vous avez 280 Ah oui, pardon, alors que les Français auront massivement voté pour vous? Est-ce que vous refusez le pouvoir qu'ils vous donnent? Merci. Je l'ai dit, nous accepterons de constituer un gouvernement si nous avons non seulement la légitimité démocratique pour le faire, mais naturellement si nous avons une majorité absolue. Je ne fais pas de projection ou de scénario sur un contexte à 270, 275, on verra. Bon, moi je l'ai dit, je n'irai pas à Matignon par gloriole personnelle pour me dire je suis allé 15 jours à Matignon et j'ai été renversé par une motion de censure. Les Français ont parfaitement compris, et d'ailleurs c'est un sondage ELAB qui a été diffusé dans le même document que celui que vous mentionnez sur BFM TV hier. Il y a une majorité de Français qui comprend parfaitement que si je n'ai pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas faire voter le projet sur lequel j'ai été élu. Donc s'il s'avère que nous obtenons une majorité relative, nous verrons, je ne fais pas de projection. Moi je dis une chose, je veux le pouvoir pour l'exercer. Et pour l'exercer, j'ai besoin d'une majorité absolue. Je dis aux Français, il faut conjurer le scénario d'un blocage du pays où aucun groupe n'obtiendrait la majorité absolue. Or, le seul mouvement politique, la seule alliance qui peut aujourd'hui obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est celle que nous conduisons avec Éric Ciotti, avec Marine Le Pen. Donc, voilà, je dis aux Français, moi je suis prêt à engager le redressement du pays. Nous sommes prêts à constituer un gouvernement d'union nationale, mais nous avons besoin d'une majorité absolue pour le faire. Les Français ont parfaitement compris qu'en cas de majorité relative, dans ce scénario, qui je crois n'arrivera pas, eh bien, le pouvoir ne serait pas entre les mains du Premier ministre et donc de sa majorité. Donc je ne changerai pas là-dessus. Sur peut-être aller sur la fiscalité, sur la TVA. Bon, il n'y a pas besoin de réformer des directives européennes pour baisser la TVA. Je vous rappelle que il y a quelques mois, la Pologne, qui est pourtant dans une situation contre laquelle la Commission européenne est un peu contrariée depuis quelques années, a baissé la TVA sur ses carburants à un taux de 8,5%, me semble-t-il. Ça n'a posé aucune difficulté à la bureaucratie européenne qui a validé sans difficulté la baisse de cette TVA sur le carburant. Pour le reste, il est parfaitement possible, je le maintiens, d'abaisser la TVA sur l'énergie à 5,5%. Évidemment, si on va plus bas, il faut négociation de plus longue durée. Mais il est parfaitement possible, dans le cadre européen actuel, de baisser la TVA sur les énergies. Un certain nombre de pays l'ont fait. D'ailleurs, je crois que l'Allemagne l'avait mis en œuvre pendant la crise de l'inflation. Et encore une fois, la Pologne l'a fait, ça n'a posé absolument aucune difficulté. Donc il y a là une jurisprudence en la matière. Sur les énergies intermittentes, je l'ai dit, je souhaite que la France redevienne un paradis énergétique autour de deux grands principes. Le prix français de l'électricité, qui correspond à notre coût réel de production et au coût de production historique du nucléaire, autour de 60-70 € le mégawattheure, et que nous puissions renforcer notre parc nucléaire qui a considérablement été affaibli par les sous-investissements de la majorité sortante. L'idée, c'est pas d'arrêter les énergies intermittentes. L'idée, c'est de refaire du nucléaire un élément majeur, fondamental, structurant du mix énergétique. Nous souhaitons, et nous maintenons cette proposition, qu'il y ait un moratoire sur toute nouvelle construction de chantiers éoliens. Évidemment, on ne va pas les démonter, les éoliennes qui sont aujourd'hui en activité, sauf lorsqu'elles arriveront évidemment à terme. Mais les critiques que j'ai formulées à l'égard des éoliennes, je les maintiens. 25% du temps,
les éoliennes tournent à vide, l'énergie ne se stocke pas et nous sommes obligés et contraints de brader l'énergie produite à l'étranger à des coûts qui sont extrêmement faibles parce que par principe ces énergies sont intermittentes. Il y a d'autres sources d'énergie, pas que c'est un peu réducteur de parler des éoliennes. Il y a la défense de nos barrages hydroélectriques, hydrauliques, que la Commission européenne entend privatiser, je m'y opposerai. Il y a évidemment les filières photovoltaïques qu'il nous conviendrait de reconstruire sur le sol français en les protégeant avec des droits de douane au niveau européen, parce que je rappelle que le subventionnement massif de l'énergie photovoltaïque par la Chine notamment et par l'Inde a créé la désindustrialisation de nos filières photovoltaïques. Donc nous entendons là aussi permettre un cadre favorable, c'est-à-dire avec des droits de douane au niveau européen, pour recréer une filière de panneaux photovoltaïques en France. Et puis il y a évidemment aussi la reconversion des centrales à charbon en biomasse, et j'avais eu l'occasion de m'y rendre avec Alexandre Loubet pendant la campagne européenne, notamment sur le site de Saint-Avold. Donc voilà, si ça peut permettre de clarifier. Maintenant, évidemment, que nous allons investir massivement dans le nucléaire et que nous allons, encore une fois, porter l'ambition d'augmenter notre nombre de réacteurs nucléaires, parce que ça permet à la France non seulement d'assurer sa souveraineté énergétique sur le long terme, mais que ça nous permet aussi de bénéficier d'une énergie pas chère et décarbonée. Encore faut-il qu'on puisse profiter de cet avantage comparatif. Et donc là, il y a évidemment une négociation européenne à mener. Sur le chiffrage, je peux vous redire ce que j'ai déjà dit. Dans le chiffrage, dans les mesures que j'entends mettre en œuvre, la première mesure, c'est la baisse de la TVA. Bon, cette baisse de la TVA, je l'ai dit, c'est un coût dans le projet de loi de finances rectificatif de 7 milliards. On n'est pas sur une année pleine, c'est évidemment un peu plus de 12 milliards dépendamment de la consommation sur une année entière, mais c'est 7 milliards sur une année non pleine. Et donc nous trouverons ces 7 milliards. J'ai annoncé il y a encore quelques instants des pistes d'économie, donc je ne vais pas les répéter, mais un peu d'humilité quand même de la part de ceux qui ont quand même fait 200 milliards d'euros de dette. Bon, 200 milliards, 7 milliards. Bon. Donc je pense que les 7 milliards sont raisonnables, mais qu'elles sont nécessaires dans le contexte d'urgence sociale que nous vivons aujourd'hui. Pour le reste, nos mesures seront, au fur et à mesure du temps, chiffrées et évidemment travaillées. Bonjour, Alexandre Sulzer pour Le Parisien. Vous évoquez votre volonté de lever les obstacles pour l'éloignement des délinquants et criminels étrangers. Est-ce que vous pouvez préciser quels obstacles exactement? Lors de la campagne présidentielle, Marine Le Pen avait présenté un projet de réforme constitutionnelle et il était indiqué qu'il était d'ordre constitutionnel. L'éloignement faisait partie des éléments d'ordre constitutionnel qui étaient à constitution constante, impossible aujourd'hui. Donc, comment vous faites sans avoir ce levier aujourd'hui? Et autre petite question, est-ce que si vous étiez à Matignon, vous accepteriez de faire vos prises de parole devant le drapeau européen? Bonjour. De la personnalité française qui devrait siéger à la Commission européenne et quelle excusez-moi, j'ai pas entendu. Quelle est votre position sur le choix de la personnalité française qui devrait siéger au sein de la Commission européenne? Commissaire européen. Et comment vous comptez influer sur ce choix? Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Trois questions concernant les Outre-mer. La première concernant le droit du sol. Vous avez évoqué tout à l'heure la suppression du droit du sol. Qu'en est-il de la future loi Mayotte? Sera-t-elle justement engagée, comme elle l'est actuellement, ou pas? Concernant la Nouvelle-Calédonie, 3 personnes issues de la cellule de coordination des actions de terrain sont actuellement en détention provisoire, actuellement en métropole. Est-ce que vous approuvez cette mesure? Et est-ce que, avec vous maintiendrez le dégel? Enfin, concernant le ministère des Outre-mer, les élus ultramarins réclament un ministère de plein exercice. Oui. Si vous êtes le Premier ministre, auront-ils gain de cause avec vous? Merci. Est-ce qu'on en prend une... C'est bon? Bien. Monsieur Sulzer, d'abord. Bon, il est évident que
le retour de l'ordre, de l'autorité, que ce soit sur les questions sécuritaires ou migratoires, il prendra du temps. Il y a évidemment des mesures d'urgence qui seront mises en place dès l'été, mais il a vocation à s'échelonner tout au long de mon action. D'abord en 2 temps. Le premier temps, c'est celui de la voie parlementaire et législative classique. Donc je ferai adopter par le Parlement les mesures que je peux faire adopter par le Parlement, lorsque j'évoque la levée d'un certain nombre de contraintes qui se posent aujourd'hui à l'éloignement de personnes d'individus ayant fait l'objet d'une OQTF. Je peux vous citer par exemple l'augmentation du délai de rétention dans les CRA, dans les centres de rétention administrative, au maximum de ce qu'autorise l'Union européenne. Vous savez qu'on est limité aujourd'hui à 90 jours. Je souhaite étendre ce délai. C'est une proposition qui était portée notamment par Éric Ciotti, qui est concerné par la frontière franco-italienne de Menton dans son département. Donc voilà un exemple des contraintes juridiques et administratives parmi d'autres qui se posent et qui entravent l'éloignement, que nous pourrons mettre en place par la voie parlementaire et par la voie législative. Il est évident que, et nous l'avons dit aux Français, le deuxième temps et la finalité de cette reprise en main de la politique migration devra se faire lors de l'élection présidentielle par l'intermédiaire d'un référendum. Peut-être vais-je réussir à convaincre le président de la République de la nécessité d'organiser sur la base de l'article 11 un référendum qui me permettra de soumettre l'ensemble de ce bouclier politique, juridique, administratif que nous entendons mettre en œuvre pour protéger la France d'une submersion migratoire qui n'en est qu'au début du commencement, et ce qui nous permettra de réviser la Constitution et d'entériner ces mesures dans la Constitution française pour les rendre aussi intouchables par des jurisprudences européennes ou internationales. Donc il y a 2 temps. Ce premier temps, c'est celui, je dirais, du cadre institutionnel contraint qui nous sera posé par la cohabitation. Et donc ce qu'on peut faire passer par l'Assemblée nationale et le Sénat, par le Parlement, nous le ferons passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pour le reste, évidemment, ça nécessitera dans un deuxième temps un référendum. Mais évidemment que l'action qu'on va mettre en place sur tous les sujets, elle a vocation à s'entamer à Matignon, elle a vocation à se poursuivre avec Marine Le Pen à l'Élysée. Ça, c'est pour vous répondre sur l'immigration. Sur le commissaire européen, notre décision n'est pas prise, elle n'est pas tranchée. Maintenant, c'est évidemment une donnée sur laquelle nous travaillons et nous sommes en train d'étudier, puisque évidemment la proposition du commissaire européen est de la responsabilité du gouvernement français. Donc je travaille et nous travaillons à étudier différents profils qui pourraient être proposés, mais évidemment que cela se fera très rapidement, puisque ça fera partie des premières décisions que nous aurons à prendre. Donc nous sommes en train de regarder les profils. Je n'ai pas de nom à vous donner pour l'instant, mais nous regardons évidemment avec intérêt cette question, étant entendu que le commissaire européen devra aussi être aligné avec la volonté que nous avons de défendre un certain nombre d'intérêts français auprès de la Commission européenne. On pourrait parler du prix de l'énergie, mais pas que. Sur nos outre-mer, bon... moi je l'ai dit, si les Français nous accordent leur confiance, c'était un engagement de Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2017 et de 2022, c'est de consacrer à l'outre-mer un ministère d'État. Parce que je crois que le retour de l'État en outre-mer, dans sa dimension régalienne, mais aussi dans ses services publics, par le développement des infrastructures de santé, par l'accès à l'eau, garantie pour tous les Français, tous les territoires d'outre-mer, le rétablissement de la sécurité, la nécessaire réforme de l'octroi de mer aussi, pour permettre à nos compatriotes ultramarins de voir la facture, le ticket de caisse baisser lorsqu'ils font leurs courses. Aujourd'hui, vous faites vos courses aux Antilles, c'est 60% plus cher qu'en métropole. Donc c'est des sujets évidemment qu'il faudra traiter. Et pour cela, le ministère qui en sera chargé aura besoin de moyens, aura besoin d'autorité sur l'administration. Et donc nous y consacrerons un ministère d'État. Et je reprends là la proposition qui avait été formulée par notre famille politique lors de la campagne présidentielle. Sur la Nouvelle-Calédonie, bon, le rapprochement des détenus est une position qui est envisageable. Reste à en déterminer évidemment les conditions et le Parlement pourra parfaitement travailler sur ce sujet dès son installation. Nous l'avons dit, dans notre famille politique a historiquement toujours été avocat et défenseur de la Calédonie française. Nous sommes et nous restons favorables au dégel du corps électoral. Je le dis, je le redis. Ce que nous avions critiqué en revanche, c'était la méthode et le calendrier qui avait été choisi.
Et moi-même, j'avais indiqué que d'engager le dégel du corps électoral dans un contexte local, dépendamment des différents partis tendus, allait entraîner la mobilisation de services de l'État et notamment la mobilisation de fonctionnaires de police qui ne me semblait pas de bon augure à la veille des Jeux Olympiques, alors que nos forces de l'ordre, depuis maintenant plusieurs mois, sont contraints d'affronter des mobilisations sociales, les émeutes l'an dernier, les Jeux Olympiques bien sûr, la Coupe du Monde de rugby, et que l'engagement de forces de l'ordre en Outre-mer, en renfort, allait évidemment contribuer à l'épuisement de nos forces de l'ordre. Donc ce que nous avions critiqué n'est pas le temps le principe du dégel, nous avions toujours été favorables à ce principe, nous y sommes toujours favorables, mais permettez-moi de vous rappeler que nous avions critiqué la méthode, et évidemment que rien ne peut se bâtir en Calédonie sans le rétablissement de l'ordre. Voilà, et donc le rétablissement de l'ordre, de l'autorité de l'État, de la sécurité de nos compatriotes sur place est évidemment un élément fondamental. Donc nous continuerons évidemment l'engagement qui a été pris de rétablir l'ordre et l'autorité de l'État. La situation est très difficile, il faut avoir beaucoup d'humilité sur la situation et évidemment que nous serons amenés dès les premières semaines à un dialogue avec les différents partis dès notre arrivée au pouvoir. Pardon ? J'y réfléchis. C'est comme le commissaire européen. Il réfléchit. Bonjour, Mathilde Carcenti pour Bonjour. Info. Jean-Philippe Tanguy a expliqué hier que votre gouvernement mettrait, je cite, hors d'état de nuire les militants d'extrême gauche en manifestation. Qu'est-ce que cela suppose en termes de moyens répressifs et de renseignement ? Est-ce que vous souhaitez supprimer la liberté d'opinion ou de manifestation ? Et autre question, certains membres des forces de l'ordre s'inquiètent des désordres que créerait l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Que comptez-vous faire pour les éviter ? Merci. Bonjour, Tamar Sebok. Juste, pardon madame, la deuxième question, pardon. Oui, juste avant les affrontements. Non La deuxième question. Oui, s'il vous plaît, désolé. Certains membres des forces de l'ordre estiment que l'arrivée du... Et juste avant c'est pardon. sur la liberté d'opinion et de manifestation. Bonjour. Merci, désolé. Bonjour madame. Bonjour, Tamar Sebok du quotidien israélien Yediot Achronot et le site Ynet. Que pensez-vous de l'importation de conflits étrangers, notamment Israël et Gaza, en France ? Et quelle est votre position sur ces conflits ? Et par conséquent aussi, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la montée d'antisémitisme ? Manon Aubry d'LFI venait de dire les seuls qui ont été condamnés pour les antisémitismes et le racisme, c'est l'extrême droite. Et la deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur la double nationalité. Est-ce que vous considérez que les gens qui ont la double nationalité sont moins loyaux à la République ? Parce qu'il y a quand même des représentants des Français à l'étranger qui sont à l'Assemblée nationale et qui ont la double nationalité. Merci. Merci. Rina Bassi, le Monitor. Et j'aimerais vous poser une question sur le Liban, parce que la France, on dirait, a échoué d'avancer un accord entre Israël et le Hezbollah, et les tensions augmentent. Si jamais Israël est attaqué par le Hezbollah ou par l'Iran, est-ce que la France sera sur son côté? Est-ce que la France va le soutenir comme elle a fait le 13 avril? Merci. Comme elle a fait, pardon madame ? J'ai pas entendu. Le 13 avril. Bien, merci pour vos questions. D'abord, moi, si je suis Premier ministre dans quelques jours, j'entends dissoudre toutes les organisations qui usent de la violence dans notre pays, qu'elles soient d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Et ma main ne tremblera pas face à ceux qui veulent la violence dans notre société, qui viennent perturber les mobilisations sociales, qui sont pourtant organisés par des syndicats qui ne sont pas des amis politiques, mais qui doivent avoir le droit. Je serai le garant des libertés individuelles, des libertés de manifester, et même si certains souhaitent manifester
contre nous, ils ont tout le loisir et la liberté de le faire, et la République est là pour leur permettre de manifester. Ma ligne rouge, c'est la violence. Voilà. Depuis maintenant plusieurs mois, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont fait preuve de mansuétude, parfois de complicité à l'égard des organisations d'ultra-gauche, qu'on a bien souvent laissé, je me rappelle pendant les mobilisations contre la réforme des retraites, monter à l'avant des cortèges. Les policiers le disent, syndicats de police qui j'ai confiance le disent, pour venir ternir les revendications sur le fond. Je pense que la République doit être intraitable à l'égard de ceux qui commettent des violences dans notre société, et encore une fois, d'où qu'elles viennent. Voilà, qu'elles viennent de l'ultra-gauche ou qu'elles viennent de l'ultra-droite. Sur les affrontements, je crains aucun affrontement. On vit dans un état de droit, avec une république, une police républicaine, des libertés qui sont garanties. Maintenant, si certains souhaitent affronter l'État ou affronter la police, ils se mettent eux-mêmes hors des clous de la République et doivent répondre à la loi. Et j'étudie en ce moment même la manière dont on peut renforcer aussi l'arsenal juridique pour nous protéger de dérives violentes que l'on connaît dans un certain nombre de mobilisations, pour aussi permettre à ces mobilisations de s'exprimer. Mais, madame, moi je ne veux pas croire, pardon, que la gauche, que l'extrême gauche, qui manifeste chaque semaine pour la République, puisse contester le résultat des élections. Je note qu'il y a chez certains une tendance aujourd'hui à l'extrême gauche, des réflexes autoritaires, voire totalitaires. Non pas seulement une tendance à l'insurrection, à la bordélisation de tout, à la volonté de mettre le chaos, mais désormais une contestation du principe même de la démocratie. Bon, moi, si les Français m'accordent leur confiance, je serai le garant du fonctionnement des institutions et le garant du bon fonctionnement de la démocratie française, dans le respect des libertés publiques, des libertés individuelles et des libertés d'opinion. Donc je serai donc le garant de ces libertés d'opinion, mais j'ai une ligne rouge, comme tous les Français, c'est le désordre et c'est la violence. Sur le conflit israélo-palestinien, nous avons de tout temps, notre famille politique, épousé la position française, qui était une position à deux États, qui répondrait, s'agissant d'un État palestinien, à la fois à des droits, mais aussi à des devoirs. Cette situation et cette ambition, qui a toujours été portée par la France et que nous avons toujours soutenue, a, je crois, été rendue caduque dans l'immédiat par les atrocités et les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Et reconnaître aujourd'hui un État palestinien au moment où nous nous parlons, je ne dis pas que ça ne doit pas rester un horizon, mais reconnaître un État palestinien où nous nous parlons, ça serait reconnaître le terrorisme. Et ça serait accorder une légitimité politique à une organisation qui prévoit dans sa charte la destruction de l'État d'Israël et qui, dans le même temps, est considérée par l'Union européenne comme une organisation terroriste. Alors je sais qu'il y a beaucoup de responsables politiques à gauche et à l'extrême gauche qui, par électoralisme, font le jeu d'un antisémitisme d'atmosphère qui se développe depuis le 7 octobre, qui menace nos compatriotes de confession juive et qu'il faut combattre ces mouvements politiques sur le terrain moral et sur le terrain démocratique. Si demain les Français m'accordent leur confiance, j'entends être un bouclier pour tous les Français qui sont victimes de la violence, mais j'entends aussi être un bouclier pour nos compatriotes de confession juive face à la montée de l'antisémitisme liée aux pressions de plus en plus fortes d'un islam radical qui n'est plus là pour se séparer de la société française, mais qui est là pour la conquérir. Et en la matière, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous inquiéter de l'importation sur le sol français d'une idéologie qui a déjà frappé le territoire de la République française, Bataclan, Charlie Hebdo, à Nice,
et qui est aujourd'hui l'un des grands périls que nous allons devoir affronter. Je ne vois pas la difficulté que pose vis-à-vis de telle ou telle personne l'interdiction de doubles nationaux. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on imagine des franco-russes travailler au ministère des Armées? Il y a aujourd'hui des postes stratégiques dans l'administration. D'abord, il y a certains postes qui sont déjà réservés aujourd'hui aux citoyens français, dans le cas de la fonction publique, mais il y a des postes aujourd'hui de contractuels qui peuvent être dans les secteurs stratégiques de la défense ou de la sécurité, où les intérêts français sont directement en débat, qui peuvent être binationaux. Alors, ça concerne une minorité de personnes. Nous n'entendons pas remettre en cause la double nationalité. Merci de me permettre de le clarifier. En revanche, nous entendons effectivement réserver un certain nombre d'emplois stratégiques dans les secteurs notamment liés à la sécurité ou à la défense, exclusivement à des citoyens français. Peut-être juste, pour que ce soit bien clair. Je réponds et... Ouais. C'est les secteurs stratégiques qui sont liés à la sécurité et à la défense. Ah bah oui. Oui, bien sûr. Non, mais ma réponse porte sur les binationaux. Mais aujourd'hui, effectivement, un contractuel qui travaillerait au ministère de la Défense, par exemple, pour citer l'exemple le plus évident, demain avec nous ne pourrait pas être un binational. Encore une fois, l'idée, c'est de protéger les intérêts français et c'est d'éviter les tentatives d'ingérence. Maintenant, je veux bien qu'on passe la campagne dessus, hein, moi ça me pose aucun problème, mais c'est minoritaire. Bon, donc Sébastien Chenu a été interrogé, il a répondu, mais ça concerne en réalité très peu de personnes. Donc c'est anecdotique, mais c'est non seulement symbolique, mais c'est juste un principe de défense des intérêts de la nation. Sur le Liban, j'ai eu l'occasion de me rendre au Liban il y a quelques mois, de rencontrer le Premier ministre Mikati notamment. Emmanuel Macron est venu chanter le soutien de la France après le drame de l'explosion du port à Beyrouth. Les Libanais l'attendent encore. Nous avons des engagements historiques, des liens très forts avec le Liban. J'entends poursuivre ce lien historique que nous avons avec Beyrouth. Maintenant, il est clair que nous regardons avec la plus grande vigilance la situation extrêmement délicate aujourd'hui, notamment à la frontière entre le Liban et Israël. Il est évident que les moyens dont dispose, c'est un fait, le Hezbollah, tant sur le plan de l'armement que sur les finances, sont des moyens qui sont 10 fois supérieurs à ceux du Hamas. Et il est évident que si demain le Hezbollah devait franchir de nouvelles lignes rouges, alors les conséquences seraient très lourdes. Le rôle de la France, encore et toujours, c'est d'appeler à la désescalade et c'est d'utiliser aussi son influence historique qu'elle peut avoir sur des pays du Moyen-Orient pour inciter à cette désescalade. C'est simple, mais ça a toujours été la position historique de la France. De Gaulle disait « Vers l'Orient compliqué, je vole avec des idées simples ». Donc on essaie de regarder depuis Paris la situation avec lucidité. Le problème du Liban aujourd'hui, c'est l'État dans l'État. Voilà. Et sans doute, compatriotes doivent regarder le Liban. Parce que le Liban est la preuve vivante que c'est la démographie qui fait l'histoire. Voilà. Pardon ? Oui, naturellement.
volonté de mettre fin aux interdictions liées au marché des DPE pour favoriser le marché de la vente et le marché de la location. En quoi cette mesure-là faciliterait le marché de l'immobilier alors qu'elle ne s'applique qu'au marché de la location? Sur le ZAN, vous avez souligné votre volonté de... Est-ce que ça voudrait dire que vous voudriez repousser l'objectif ZAN à 2070, pas en 2050? Et enfin, sur le projet de loi logement abordable, le projet de loi logement abordable du ministre du Logement, il y avait une disposition qui visait à inclure le logement abordable dans le calcul du taux SRU sur le logement social. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure-là portée par le ministre? Bonjour Monsieur Bardella, Charles Sapin du journal Le Point. Bonjour Monsieur Sapin. Pour ce qui est de votre débat demain soir sur TF1, le Premier ministre Gabriel Attal a réclamé Jean-Luc Mélenchon, qui représente le bloc de gauche, et non Manuel Bompard. Est-ce que vous faites la même demande aujourd'hui? Ce sera la dernière question. Bonjour, Nina Jankowski de Le Point. Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous dites par poste stratégique? Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 5 millions d'emplois qui sont interdits aux étrangers extra-européens pour diverses raisons. Pour vous, ce serait combien d'emplois? Et on l'a déjà posé plusieurs fois, mais où trouvez-vous vos 7 milliards pour financer, votre mesure sur la TVA? D'accord. Bien. Bon, sur le logement, aujourd'hui, on a un marché qui est globalement freiné, à mon sens, à la fois sur la location et sur la vente. À mon sens, et au sens de beaucoup de professionnels, pour deux raisons. D'abord, l'augmentation des taux d'intérêt et du taux directeur de la Banque Centrale Européenne, qui a eu des répercussions, évidemment, sur les taux pour les ménages. Et, me semble-t-il, une réglementation votée ces dernières années qui, aujourd'hui, contraint à la fois les locations et les ventes. Donc, sur le projet de loi du gouvernement, nous allons regarder et étudier la question. Maintenant, moi, j'ai deux ambitions très claires. Le DPE, qui est un outil d'étude parmi d'autres, sera maintenu. Ce que je souhaite faire, moi, c'est supprimer les interdictions, restreindre les interdictions qui sont aujourd'hui liées au DPE et qui sont, à mon sens, excessives et qui empêchent à la fois la location et la vente de biens immobiliers. Sur le ZAN, moi je l'ai dit, charge ensuite au Parlement de déterminer les modalités de cet assouplissement. Mais je pense que la loi ZAN aujourd'hui, qui est contraignante à la fois pour le foncier et surtout pour les entreprises, je souhaite qu'on puisse assouplir les dispositions. Alors, comment on va le faire? Évidemment, le Parlement travaillera dessus, mais je pense qu'il faut surtout associer les élus locaux et les élus des collectivités à cet assouplissement. Donc, on peut envisager d'ailleurs une rencontre avec le président de l'Association des maires de France, avec les responsables des exécutifs régionaux. Mais aujourd'hui, ces contraintes environnementales excessives qui sont appliquées tant sur le DPE que sur le ZAN freinent non seulement le marché de l'immobilier, la réindustrialisation, et restreignent l'accès à la propriété. Donc, on va assouplir les critères. On va assouplir les critères sur le ZAN par l'intermédiaire du Parlement et après avoir consulté évidemment les représentants des collectivités, notamment les maires. Et deuxièmement, pour le DPE, on libérera les interdictions qui aujourd'hui rendent le DPE quasiment bloquant lorsque vous voulez vendre ou louer un logement, et de le faire afin de fluidifier le marché de l'immobilier qui est aujourd'hui bloqué. Je pense que ces deux dispositions vont permettre de fluidifier en partie le marché de l'immobilier. Monsieur Sapin, on regardera ça. On regardera ça et puis on vous donnera la réponse. C'est un débat de candidats au poste de Premier ministre. Et j'ai le sentiment que aujourd'hui, une partie de l'alliance à gauche cherche à planquer M. Mélenchon, alors qu'il est, de son propre aveu lui-même, le candidat au poste de Premier ministre. Donc, je souhaite que M. Mélenchon vienne débattre demain avec ses concurrents. J'ai beaucoup de respect pour M. Bompard, mais l'invitation qui a été formulée par vos confrères de TF1 est une invitation aux candidats au poste de Premier ministre. Par conséquent, moi je souhaite que demain,
M. Mélenchon puisse, candidat lui-même au poste de Premier ministre, représentant de la NUPES dans une alliance un peu originale. On voit M. Hollande, qui a été le président de la République française au moment des attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo, à côté de M. Poutou, dont le mouvement politique est poursuivi pour avoir fait l'apologie du terrorisme à la suite des attentats du 7 octobre, au milieu de fichiers S, puisse venir débattre. Voilà, parce que là où j'ai un point d'accord avec Emmanuel Macron dans cette campagne, j'en ai qu'un, en fait, c'est que cette élection, c'est un moment de clarification. Il y a une clarification aujourd'hui qui s'est faite à droite, où on a vu beaucoup de représentants des Républicains, dont certains qui ont quitté le parti d'ailleurs, se draper dans de très grandes déclarations contre le président Ciotti, pour tout simplement pas avouer le fait qu'il voulait diriger avec Emmanuel Macron. Et puis à gauche, on a vu une clarification aussi, avec cette alliance du pire et ce péril qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir, allant de François Hollande jusqu'à M. Poutou. Donc, faut que Mélenchon ne se dissimule pas. Voilà. Donc j'invite M. Mélenchon à participer à ce débat et à ne pas avancer masqué dans cette élection. Je reprends ma dernière question qui était donc à la fois sur encore la double nationalité. Bon, donc je réitère ma réponse. Ça concerne quelques postes qui sont des postes stratégiques. Évidemment, on ne parle pas... ce sont des postes éminemment stratégiques où on peut sous-entendre qu'il peut y avoir de l'ingérence. Donc ce sont des postes stratégiques liés à la sécurité, à la défense, des postes où vous vous approchez des niveaux qui peuvent être des niveaux de commandement, qui concernent essentiellement, généralement, des contractuels et non des fonctionnaires, puisque vous le savez, il faut la nationalité française. Et encore une fois, ça concerne, je crois, une infime minorité de personnes. Donc sur la TVA et le financement de la TVA, je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, il n'y a pas de problème. Politique, c'est l'art de la répétition. Soit on se contredit, soit on se répète. Moi, je me répète. Donc, ma baisse de la TVA sur les produits énergétiques, d'ici la fin de l'année, ça coûte 7 milliards. 1,2 milliard sur la niche armateur, 2 milliards sur la baisse de la contribution au budget de l'Union européenne, le rehaussement de la contribution sur les rentes intramarginales, 3 milliards. Et j'ajoute que nous voulons, s'agissant de la mesure d'exonération d'impôt sur le revenu, sur la part des revenus dégagés par le travail pour les soignants qui reprennent leur travail dès l'été. Évidemment, ça coûte zéro, c'est un manque à gagner dans les caisses de l'État, mais le coût est évidemment nul. Donc voilà, enfin... puis si vous voulez, je trouve ça toujours un peu paradoxal de venir nous utiliser le programme de 2022 qui a été fait budgété sur 5 ans dans le cadre d'un pouvoir exécutif total avec l'élection présidentielle, de venir chercher comme ça. Bon, c'est pas de problème, mais on ne le fait pas avec les autres. C'est-à-dire que jamais on va chercher dans le programme de M. Macron il y a 2 ans en disant à Gabriel Attal, il y a 2 ans vous proposiez ça, comment vous le financez aujourd'hui? Bon. À gauche, c'est pareil, on ne va pas chercher ce que disait M. Mélenchon il y a 2 ans en disant voilà, vous proposez ci, ça a été réajusté. Bon, nous avons un calendrier, nous avons un ajustement, et ne voyez pas comme un renoncement le fait de faire en octobre ce que vous pensez qu'on va faire en juillet. Bon. Un programme, ça prend du temps, personne ne pense que ça se met en place en 48 heures, et donc j'entends avancer et utiliser l'intégralité des minutes qui me seront conférées à Matignon, si les Français m'accordent leur confiance, pour développer mon projet. Et évidemment, et de le faire dans le respect des institutions et de la raison budgétaire que j'entends ramener à la tête de l'État. Mon projet, c'est à la fois l'ordre dans la rue et l'ordre dans les comptes publics. Et nous nous tiendrons à ces deux variables tout au long de la cohabitation. Merci à vous, merci de votre présence et bonne journée.